La famille de la jeune Lindsay a organisé donc une conférence de presse aujourd'hui pour dénoncer l'inaction de la direction du collège où était scolarisée Lindsay et des autorités de façon plus générale face à ce qui a été un véritable calvaire vécu par cette jeune fille. On fait le point avec Augustin Donadieu, on en débat ensuite. C'est une famille éplorée qui s'est présentée devant les journalistes ce matin. Betty, la mère de Lindsay, est avant tout venue réclamer justice pour sa fille. J'attends que toutes les personnes concernées, toutes les personnes qui ont fait du mal à ma fille, toutes les personnes qui ne l'ont pas aidée, soient jugées. Tout simplement pour le mal qu'ils ont fait aujourd'hui. Aujourd'hui, ils m'ont tout pris. Ils ont tué ma fille. Aujourd'hui, Betty porte plainte contre l'Académie de Lille, le directeur du collège et des policiers, car tous ont été alertés du harcèlement de Lindsay avant son suicide, sans suffisamment agir, selon sa mère. Si j'aurais eu de l'aide aujourd'hui, on n'en serait pas là aujourd'hui. Ma fille, elle serait là, on ne serait pas tous ensemble ici aujourd'hui. Ils n'ont pas fait leur travail aujourd'hui, je suis désolée. Mais ils n'ont rien fait. On a été abandonnés complètement. Une 4e plainte a été déposée à l'encontre de Facebook et Instagram France pour leur défaillance en matière de modération de contenu et de lutte contre les propos haineux. Propos haineux qui continueraient encore aujourd'hui, selon l'avocat de la famille. Voilà, des violences qui continuent après la mort de Lindsay. On a entendu la maman de la jeune fille, Samuel Comblé, qui dit « on a été abandonnés ». Ils ont été abandonnés par tout le monde en réalité. Ils ont porté plainte, ils ont dit haut et fort, la petite a témoigné et il ne s'est rien passé. Alors c'est vrai que c'est dans cette situation effroyable, la première chose qui nous marque, c'est que on dit parfois les enfants n'ont pas réussi à parler, ils ont trop gardé le silence. Là aujourd'hui, on est devant une situation où beaucoup de gens savaient et malheureusement ce qui a été fait, parce que l'éducation nationale, le ministère nous dit que il y a eu quand même une exclusion, il y a eu des choses qui ont été faites, mais peut-être que c'est la hiérarchie des sanctions justement qui doit être revue pour pouvoir se dire, quand on est devant une situation telle que celle que Lindsay a vécue, peut-être que exclure un élève n'est peut-être pas suffisant. Il y a peut-être des choses à inventer, justement, à repenser ce modèle d'accompagnement de ces victimes et de les protéger davantage. Et puis, vous l'avez dit aussi, ce qui se passe après sa mort est absolument effroyable. Et c'est vrai qu'on a malheureusement de plus en plus de situations comme ça qui se succèdent dans C'est-à-dire que la jeune fille est morte et on continue à l'insulter sur les réseaux sociaux. Et on ne retire pas ses contenus. Tout à fait. Mais que font les gens de chez Facebook, de chez Instagram, de chez Twitter? Alors, c'est vrai que c'est des choses assez... TikTok. C'est quelque chose de très nouveau. Jusqu'à présent, on pouvait au moins souhaiter que les drames fassent réfléchir justement ces auteurs, les témoins aussi qui n'auraient peut-être pas suffisamment réagi et ceux qui étaient en charge de protéger ces mineurs. Et c'est vrai qu'on a une escalade là dans la violence et dans l'ignominie de ce qui est en train de se passer. Et c'est vrai que vous avez raison, les réseaux sociaux sont une forme de prolongement de cette violence et il y a nécessité aussi de revoir tout cela et de faire en sorte que ces contenus soient supprimés. C'est une abomination parce que vous êtes harcelé physiquement quand vous êtes au collège, quand vous sortez. Et puis quand vous êtes chez vous, dans votre lit, dans votre chambre, alors que vos parents pensent que vous êtes à l'abri, vous continuez à recevoir des tombereaux de haine, Éric Nolot. Et on est à la fois très en colère et démunis face à une telle barbarie. On se demandait ce que recouvrait le mot décivilisation que le président de la République a emprunté au sociologue Norbert Elias. Chaque jour qui passe nous apporte un élément de la réponse. Voilà, la décivilisation. La vie n'est pas sacrée, on pousse quelqu'un au suicide, et même quand il est mort, il y a une forme de sacré dans la mort. Mais là aussi, je cite un des tweets, j'irai pisser sur sa tombe, etc. Je regrette d'être direct, mais enfin, c'est quand même ça qui se passe. Tous les signaux étaient au rouge et il n'y a pas eu de réaction de la part du proviseur qui a dit textuellement qu'il avait autre chose à faire, qu'il n'avait pas le temps. Pas de l'éducation nationale, M. Ndiaye est occupé, enfin à d'autres, semble-t-il. Peut-être que tout le monde va réagir maintenant, Éric, vous savez, voilà. Mais trop tard. Révoltant. C'est trop tard. C'est révoltant parce que on se dit que ça ne suffira pas pour éviter d'autres drames. D'autres drames sont déjà programmés. Il y a d'autres Lindsay qui sont en train de vivre le même calvaire. Mais il y a sa meilleure amie. Et sa meilleure amie, voilà. Mais dans d'autres coins de France, la même absence de réaction, ça aboutira au même résultat. Et écoutez, les réseaux sociaux, vous avez touché un point très important. Il y a des réseaux sociaux qui, à l'exposition de la moindre nudité, réagissent en un quart de seconde. Pourquoi est-ce que des menaces de mort ne font pas l'objet du même traitement instantané? Pourquoi? Vous avez raison. Jean-Sébastien Ferjou. Sur ce on n'a pas pris en tant que société la mesure de ce que les réseaux sociaux avaient changé.
ça change techniquement ce qu'il est possible de faire, parce qu'avant, le harcèlement était limité forcément à des endroits physiques. Encore fallait-il qu'il y ait une interaction avec les individus. Maintenant, vous l'évoquiez tout à l'heure, c'est 24 heures sur 24. Et même si vous vous retirez vous-même des réseaux sociaux, vous pouvez quand même arriver à l'école et que d'autres, sur des boucles, et continuer à vous insulter, à échanger des photos ou des fausses photos d'ailleurs, parce que beaucoup de choses sont possibles techniquement maintenant, même si les enfants eux-mêmes n'y participaient pas. On n'a pas pris la mesure de ça. Et bien souvent, on essaye de le traiter par la conséquence plutôt que par la cause. Bien souvent, on essaie de gérer la modération. Bien sûr que les contenus les plus ignobles, il est possible de les modérer, de les retirer. Mais quand on regarde le volume de ce qui est publié chaque jour, c'est un défi technologique qu'il ne faut pas sous-estimer. Mais on est à l'heure de ChatGPT. Les algorithmes, ils devraient pouvoir retirer ces contenus. Ce sont quand même deux enjeux technologiques assez différents. Il y a la modération et puis il y a l'algorithme. Qu'est-ce qui est promu comme contenu? Parce que c'est aussi ce qui impacte les comportements des individus. Quand vous voyez qu'il suffit de 20 minutes passées sur TikTok pour que des enfants de 12 ans, par exemple, au bout de 20 minutes, de toute façon, ils vont mécaniquement avoir été confrontés à des contenus qui font la promotion du suicide, parce que c'est ça aussi. Donc, on parlait de la valeur de la vie. Mais vous imaginez, un enfant de 12 ans, il n'est pas en train de se renseigner sur le suicide, je ne crois pas. Pas naturellement. Sur la promotion de l'anorexie, la promotion des drogues. Et cette exigence sur les algorithmes, la boîte noire absolue, ça a un impact. C'est une révolution cognitive. Ça change notre capacité d'attention, notre durée d'attention. Vraiment, en tant que société, on n'en a pas pris la mesure. Et là, je vois que le ministre de l'Éducation nationale, mais ça a l'air de lui échapper, mais absolument, aussi bien dans la gestion concrète par l'Éducation nationale dans le quotidien que sur ces enjeux-là. Et quand je regarde la loi numérique qui est publiée à l'heure actuelle, elle est très liberticide par un certain nombre d'enjeux, mais on ne demande absolument rien aux géants de la Silicon Valley sur la boîte noire de ce qu'il y a dans leurs algorithmes. Raison. Alors, Sabrina Medjeber, un petit mot peut-être sur ce drame, cette décivilisation. Absolument. Ce drame, c'est encore une fois un exemple illustratif de l'inertie de la machine éducative lorsqu'il s'agit des questions de harcèlement et d'enfants et par extension de professeurs. On se souvient que Samuel Paty également avait fait l'objet d'une cabale, avait appelé à être protégé ou mis en retrait et ses supérieurs lui ont refusé malheureusement cette possibilité et on sait comment ça s'est terminé. Alors effectivement, c'est là où c'est intéressant et malheureux en même temps, c'est ce changement de paradigme où en fait la victime doit s'adapter au système. Je ne sais pas si vous vous souvenez de l'histoire de Maël, dont les parents ont dû rencontrer à l'époque Brigitte Macron. Parce qu'ils ont médiatisé l'affaire, parce que le papa est venu sur CNews et sur Europe 1 pour dire attention. Absolument. C'est que comme ça qu'on s'en sort. Alors, effectivement, les parents avaient rencontré l'épouse du chef de l'État, absolument, Brigitte Macron. Et c'est grâce à cette rencontre que l'enfant a pu être enfin déscolarisé et donc Maël protégé en Maël définitive. A pu retourner dans son collège. Et absolument. Donc il y a un vrai problème en réalité au sein même de l'école du jugement du harceleur et de la politique de déscolarisation des harceleurs. Et encore une fois, malheureusement, on peut faire le rapprochement avec ce dont on parlait hier, par exemple, les femmes qui mettent aujourd'hui des robes dans les métros, qui doivent s'adapter en réalité à la société qui est de plus en plus délinquentielle, plutôt que d'être protégées par des auteurs. Absolument. Plutôt que d'être protégés par un système qui est censé justement les protéger, et en particulier les adolescents, où on sait qu'il y a des éléments structurants de la personnalité qui sont réellement à prendre en compte, notamment le processus de sociabilisation. Et lorsqu'un enfant est désociabilisé, évidemment, ça crée des traumas. Alors, on sait que sur le site du ministère de l'Intérieur, il y a une campagne qui a été lancée qui s'appelle « Et si c'était toi ?», où il est indiqué clairement qu'il y a des référents auxquels on peut s'appuyer, le CPE, le prof principal ou le chef d'établissement. Mais la plupart des enfants sont absolument terrifiés. Pourquoi ? Parce qu'ils ont peur des représailles de la meute qui agit effectivement via les réseaux sociaux, où on se constitue des avatars identitaires avec des applaudissements. D'accord, Sabrina, mais là, dans le cas de l'INSEE, tout a été fait. Tous les signalements ont été faits. Absolument, c'est là où au collège, à l'académie, c'est là où ça a été d'autant plus dramatique. Rien parce qu'ils ont été fonctionné. Informés et rien n'a été fait, ce qui est évidemment et largement compréhensible quant à la colère des parents. On est avec l'avocat de la famille de l'INSEE, Maître Pierre de Buisson. Merci beaucoup, Maître, d'être avec nous. Vous êtes en duplex avec Laurent Sélarié. Avant de vous passer la parole, j'aimerais juste qu'on écoute la maman de l'INSEE. Vous étiez à ses côtés ce matin à Vendin-le-Vieil pour qu'elle exprime sa colère, évidemment son désespoir, mais aussi sa colère parce qu'elle estime avoir été abandonnée. Écoutons la maman de l'INSEE. J'ai tout essayé, j'ai tout fait. Et on n'a pas été aidés, on a été lâchés complètement. Aucun soutien, ni avant, ni pendant, et ni après. Aujourd'hui, on n'a eu aucun courrier de qui que ce soit par rapport à ce qui s'est passé
pour ma fille. Je voulais vous dire aussi que l'INSEE, à un moment, elle était au collège et elle demandait de l'aide au directeur, chose qu'elle a précisée aussi. Et que, justement, le directeur lui a carrément dit « Écoute, tu m'embêtes avec tes bêtises, on n'a pas que ça à faire, ça reste entre nous. » Il lui a totalement dit ça. Donc aujourd'hui, je remercie d'ailleurs toutes les personnes qui nous soutiennent, parce que vous êtes ma force aujourd'hui. Sans vous, je ne serais pas là. Je ne sais même pas où je serais d'ailleurs, mais je ne sais plus. Elle me manque. Maître Pierre de Buisson, on vient d'entendre l'émotion de la maman de l'INSEE. Vous étiez à ses côtés ce matin. Elle dit avoir été abandonnée. C'est ce que vous avez constaté, vous aussi, au regard du dossier. Ils ont été abandonnés. Absolument. Elle a été abandonnée à tous les niveaux, l'INSEE, sa maman, la famille, puisque c'est un cas tout à fait particulier. Dans l'immense majorité des cas, les enfants qui sont victimes de harcèlement s'enferment dans une forme de mutisme, ne s'adressent pas à leurs parents, qui décèlent bien des difficultés, un garçon ou une jeune fille introvertie, mais qui ne savent pas l'ampleur des anomalies et du harcèlement. Là, ce n'était pas du tout le cas, puisque l'INSEE parlait presque quotidiennement avec sa mère, et que sa mère, donc, avait alerté toutes les autorités compétentes. Je dis bien toutes les autorités compétentes, et cela pendant de nombreux mois. Et aujourd'hui, on peut affirmer que la mort de l'INSEE est la conséquence de défaillances, d'une accumulation de défaillances énormes à tous les niveaux, au niveau du collège, au niveau de l'académie et au niveau de la police. Vous avez déposé un certain nombre de plaintes, 4 plaintes contre qui exactement, maître ? Nous avons déposé plainte contre le directeur de l'école, le principal du collège, qui avait reçu l'INSEE et, comme on vient de l'entendre, qui n'a pas écouté la détresse de l'INSEE, qui l'a envoyé balader, qui a reçu à un moment donné la maman de l'INSEE et qui n'a rien de trouvé d'autre que de dire à la mère punissez votre fille et enlevez-lui son téléphone portable. Et évidemment, dans la lettre que je lisais ce matin en conférence de presse, l'INSEE elle-même, avant de se suicider, plusieurs mois avant de se suicider, au moment où elle envisageait déjà de mettre fin à ses jours, mettait en cause directement, personnellement, le directeur de cette école comme un homme qui ne l'a jamais écouté, qui lui a fermé sa porte, alors même qu'elle multipliait les appels au secours. Par ailleurs, il est évident que cet homme-là ne pouvait ignorer le harcèlement qui était quotidien en termes d'insultes, de menaces, de descriptions physiques abominables sur sa façon de s'habiller, sa façon de se vêtir, sa façon de se maquiller, et un maximum de violence, de dénigrement, d'humiliation, qui ont duré pas quelques jours, qui ont duré des semaines, des mois, et avec un homme qui avait la possibilité de tout arrêter, qui avait la possibilité de tendre la main et de prendre les mesures nécessaires, qui n'a rien fait. Donc effectivement, sa responsabilité pénale est engagée aujourd'hui, et comme d'autres personnes, il devra rendre des comptes devant la justice. Maître, est-ce que vous nous confirmez qu'il y a bien eu des plaintes de déposées à l'époque par l'INSEE et sa maman ? Oui, des plaintes ont été déposées, des plaintes circonstanciées, détaillées. Encore une fois, pas 2, 3 ou 4 jours avant le drame, mais de nombreux mois avant le drame, 3 mois et demi exactement avant le drame. La maman de l'INSEE a déposé plainte, une longue plainte de 5 pages dans laquelle elle explique la détresse de sa fille, dans laquelle elle joint une lettre de suicide, dans laquelle elle joint un dossier médical avec des éléments qui sont accablants concernant une dégradation très, très forte de son état psychique, des violences récurrentes sur la personne de l'INSEE. Et effectivement une grande détresse. Malgré tout cela, les policiers n'ont pas cru devoir, eux non plus, diligenter rapidement, immédiatement les enquêtes qui étaient nécessaires, et c'est inacceptable. D'autant plus que ces mêmes policiers ont fait remplir un formulaire spécifique en cas de harcèlement pour les mineurs à l'INSEE, et l'INSEE, quand on lit ce formulaire dont j'ai la copie, ce formulaire est accablant, ce formulaire est alarmant, il aurait dû alerter immédiatement les services de police qui auraient dû prendre les mesures nécessaires. Rien n'a été fait, il y a eu des négligences criminelles dans le cadre de cette affaire, et c'est la raison pour laquelle nous avons déposé plainte également contre le commandant de police de Lens et les services de police qui étaient en charge de cette enquête, qui n'a pas du tout été menée comme elle aurait dû l'être. Maître de Buisson, vous êtes l'avocat de la famille de l'INSEE. Ce qui est terrible, c'est que ses amis, ses meilleurs amis, continuent à être harcelés et que sa mort n'a pas suffi. Des insultes continuent sur les réseaux sociaux. On est arrivé avec cette affaire qui est abominable, avec la mort d'une jeune fille de 13 ans, à un degré de violence sans limite.
C'est un déchaînement de violence et de haine, une déferlante à la fois au sein du collège et sur les réseaux sociaux qui ne retrouve plus aucune limite. C'est-à-dire que même la mort de l'INSEE n'a pas suffi à assouvir cette soif de haine et de vengeance. Cette violence psychologique a perduré et encore aujourd'hui, la mémoire de l'INSEE est souillée sur les réseaux sociaux avec des propos accablants. On va venir sur ta tombe, pisser dessus, tu es qu'une salope, une pute, et ça continue. Et donc c'est important parce que ça soulève de nombreux problèmes, et notamment la question de la responsabilité des réseaux sociaux et des modérations de contenu illicite qui ne fonctionnent pas du tout dans cette affaire. Et c'est la raison pour laquelle nous avons également déposé plainte contre Instagram et Facebook, qui est propriétaire d'Instagram, puisque il n'est pas normal qu'un compte intitulé « L'INSEE est enfin morte » puisse rester plusieurs secondes, plusieurs minutes, plusieurs jours sur un réseau social et contribuer par là même à la détresse et à la mort de cette adolescente qui était donc harcelée matin, midi et soir, avec des réseaux sociaux qui continuent d'être activés évidemment le week-end, en vacances, à la maison, et donc un harcèlement qui ne cesse jamais. C'est ça tout le drame de cette affaire, c'est un déchaînement de violence sans limite, et effectivement la famille est accablée, s'est sentie, comme vous le disiez, abandonnée pendant des mois, et surtout abandonnée depuis la mort de l'INSEE, puisque aucun homme politique n'a pris la peine aujourd'hui d'appeler la famille ou de se déplacer pour partager quelques mots de compassion, d'humanité, et on trouve ça absolument lamentable, puisque c'est un fléau, comme je le disais, qui touche tous les foyers français, potentiellement, puisque 10% des élèves français sont confrontés à ce problème de harcèlement. C'est donc un fléau national et manifestement les pouvoirs publics et le gouvernement n'a pas du tout pris la mesure de la gravité de ce fléau, ni le ministère de l'Éducation nationale, puisque celui-ci n'a jamais cherché à contacter, jusqu'à la conférence de presse de ce matin, la famille, ni à les rencontrer, ce qui est encore une fois un acte tout à fait anormal. Ça montre que ce ministre-là n'a absolument rien compris de cette difficulté, qui est encore une fois une difficulté nationale partagée par des dizaines de milliers d'enfants à travers le pays. En déposant cette salve de plainte, maître, c'est un électrochoc que vous voulez créer. Vous dites qu'il faut arrêter maintenant, qu'il faut qu'on se réveille, parce que sinon ce sont nos enfants que l'on va perdre, tout simplement. Ben oui, nos enfants, c'est ce que nous avons de plus précieux, ce sont les cœurs et les esprits de demain. Et aujourd'hui, ils sont abandonnés par la police qui est saturée de travail, qui n'a pas les moyens aujourd'hui de faire fonctionner le système judiciaire, qui n'a pas les moyens de mener des enquêtes normales. Au-delà de cette affaire, en tant qu'avocat pénaliste, je me rends compte presque chaque semaine d'anomalies extrêmement importantes. Je pense à des plaintes pour viol, pour lesquelles les personnes ne sont inculpées que plusieurs mois, mises en examen ou même entendues plusieurs mois, voire 12 mois, 1 an plus tard. Ça montre qu'il y a de grosses défaillances au niveau du fonctionnement de la police, des défaillances au niveau des collèges, et pas uniquement dans ce collège, puisque nous avons reçu, je parle de la famille et de moi-même, de nombreux témoignages d'enfants, de collégiens qui sont harcelés partout en France, qui ont essayé avec leur famille d'attirer l'attention, de chercher à l'aide, et qui n'ont trouvé aucun écho. Un silence assourdissant, encore une fois, des pouvoirs publics, de la police, des collèges, des académies, et évidemment cela doit cesser, puisqu'il s'agit d'un sujet d'enjeu national. Et nous devons nous battre pour qu'effectivement il y ait un débat public sur la question de la sensibilisation des plus jeunes dès l'école primaire. C'est ce que nous voulons, c'est ce que nous souhaitons, une sensibilisation accrue. Le ministre de l'Éducation nationale nous parle d'un programme phare, PHARE, qui existe depuis 3-4 ans, mais tous les spécialistes se sont accordés sur le fait qu'il manquait cruellement de moyens. Ce que nous voulons, c'est au niveau de l'école primaire, du collège et du lycée, un programme massif avec énormément de moyens qui permettent de sensibiliser à ce problème à la fois les familles, les parents, les professeurs, les instituteurs et évidemment les élèves. Et puis la deuxième chose, c'est enfin mettre un terme à tous ces excès de ce cyberharcèlement qui ne touche pas d'ailleurs que des enfants. Et aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a une impunité totale, et c'est la réalité, une impunité totale des harceleuses qui continuent aujourd'hui de venir bafouer la mémoire de l'INSEE, avec des parents qui n'osent même plus allumer leur téléphone portable, et personne ne fait rien, ni la justice, ni le ministère de l'Éducation nationale, ni le collège, ni l'académie, ni personne. Donc c'est aux citoyens de se réveiller, et donc la conférence de ce matin avait aussi cet objet-là, de rappeler l'importance de parler de l'INSEE. C'était un hommage à l'INSEE, c'était aussi un appel lancé à toutes ces familles qui se sentent abandonnées, qui ne savent plus quoi faire, pour qu'on se réveille tous ensemble et qu'enfin la mesure soit prise au niveau gouvernemental et au niveau évidemment de l'Assemblée nationale. Il faut légiférer, il faut avancer clairement, mais avant d'avancer, bien sûr, il faut prendre conscience de ce problème qui, encore une fois, n'épargne presque aucun collège dans tout le pays. Une dernière question, maître Dubuisson. La première dame de France, Brigitte Macron, avait reçu il y a quelques semaines les parents de Maël, un petit garçon harcelé. Est-ce que vous souhaiteriez qu'elle puisse recevoir la maman de l'INSEE ? Évidemment, d'autant plus que l'INSEE
quand elle était vivante, avec sa grand-mère, a écrit une lettre à Monsieur le Président Emmanuel Macron, avec quelques lignes pour Brigitte Macron, puisqu'elle était maman, grand-mère, professeure, pour essayer de la sensibiliser. On peut pardonner à Monsieur le Président de ne pas lire toutes les lettres qu'il reçoit tous les jours, mais son service n'a pas traité cette demande qui était pourtant alarmante, puisque la lettre de suicide de l'INSEE était annexée à ce courrier. Et évidemment que toutes les personnes qui pourront nous tendre la main, à commencer par la Première Dame, seront les bienvenues, puisque nous devons faire avancer cette cause et nous avons besoin d'être entendus, nous avons besoin d'une réaction à tous les niveaux et je suis certain que la maman de l'INSEE serait très heureuse d'être enfin entendue et reçue par Madame Macron. Merci beaucoup Pierre Dubisson d'avoir consacré du temps à nous expliquer ce cas de l'INSEE, de sa famille et d'autres, de toutes ces autres jeunes filles. Merci à Laurent Sélarié qui a rendu ce duplex possible. Merci beaucoup. Samuel Comblé, vous êtes directeur des opérations de vie enfance. On vient de très bien résumer la situation. On a encore beaucoup de chemin à faire pour pouvoir protéger les enfants. On a beaucoup de chemin à faire et je pense que vraiment c'est une prise de conscience collective qu'il faut avoir. Alors malheureusement, à chaque drame, on se dit la même chose. Il faut que ce soit un électrochoc, ce qui est vrai. Ce qu'on entend souvent sur le harcèlement, c'est qu'il y a une forme de banalisation. Les jeunes considèrent qu'aujourd'hui, c'est presque classique, normal, dans les relations entre individus de se faire comme ça agresser. Je pense que c'est à nous, adultes, et quand je dis nous, c'est collectivement. C'est bien sûr l'éducation nationale, mais c'est aussi les parents, le cadre sportif, le cadre de loisirs aussi, parce que le harcèlement, il est partout dans la vie des jeunes, de pouvoir se positionner et de ne pas considérer que ça va être à l'autre de faire l'action pour protéger ses victimes. Et je trouve que dans cette affaire-là, on a un peu ce sentiment, c'est que, oui, on a reçu la parole de l'INSEE, on l'a entendu, mais on a imaginé que peut-être quelqu'un d'autre allait agir. Et je pense que quand on est réceptionnaire d'une parole, d'une victime, et avec toute la violence que l'on peut avoir entendue aujourd'hui, eh bien, je pense qu'il faut se sentir systématiquement en charge de pouvoir faire avancer les choses. Et dernière chose, le harcèlement scolaire, c'est un délit, il faut le rappeler. Il est puni dans cette situation-là de 10 ans de prison et de 150 000 € d'amende. Donc, il y a des choses qui ont évolué. Maintenant, il faut les mettre en pratique. Et c'est vrai qu'on peut déplorer qu'il n'y ait pas suffisamment de peines qui soient prononcées. Avant de refermer le chapitre, j'aimerais juste qu'on écoute Océane. Océane, c'est une des amies de l'INSEE qui, comme une autre de ses amies Malice, harcelée. Écoutez juste son témoignage pour vous rendre compte du niveau de violence auquel elle fait face. Au bout d'un moment, dans les cours de sport, ça a commencé à me bousculer, à me taper, à me lancer des raquettes dans la tête, à me faire des mauvais plaquages quand on faisait rugby. On m'a cassé plusieurs fois le poignet, les chevilles. Et à chaque fois, quand j'allais me plaindre, on me disait c'est pas vrai, il faut te forger un caractère et il faut arrêter de faire ta victime. Il y a une amie à moi qui est aussi en 3e, je ne cite pas son nom pour la préserver. Elle se fait aussi harceler, elle a essayé d'en parler, mais comme on m'a dit, il faut arrêter les réseaux sociaux parce que ça se passait aussi sur les réseaux sociaux. Il ne faut pas avoir de téléphone. À cet âge-là, il faut juste avoir un téléphone à clapper. Ils ont dit à la maman de l'INSEE finalement. Voilà, ils ont dit exactement la même chose à l'INSEE. Je crois qu'ils prennent le même discours pour chaque personne qui est victime d'harcèlement. Voilà pour le témoignage d'Océane. On rappelle peut-être juste les numéros d'urgence qu'on peut appeler, Samuel. Oui, alors dans ces cas-là en particulier, le 3018, c'est le numéro national pour aider justement les victimes de violences numériques. Nous sommes signaleurs de confiance auprès de tous les réseaux sociaux et on a la capacité de faire retirer en quelques heures, grand maximum, des contenus, voire de fermer des comptes dans les cas les plus graves. Et donc il ne faut vraiment pas hésiter à utiliser ce service qui est ouvert tous les jours de l'année, sans aucun jour d'interruption, puisque Internet n'est jamais fermé, lui, de 9h à 23h. Et nous avons des psychologues, des juristes, des spécialistes des réseaux sociaux qui viennent véritablement en aide avec un vrai pouvoir d'action. Donc vraiment, le 3018 doit être considéré comme un moyen pour pouvoir aider les victimes et les familles. Bien sûr. Nathan Dever, un tout dernier mot, rapidement. Oui, vous avez commencé tout à l'heure l'émission en parlant de j'accuse. Il faut en effet un j'accuse là-dedans, et j'ai trouvé déchirant les propos de la maire de l'INSEE. C'est une affaire de meute. Et une meute, par principe, c'est anonyme. C'est lâche. Et là, il est majeur dans le cas de cette affaire. Je parle même pas de la prévention des autres cas de harcèlement, mais qu'on retrouve les noms, qu'on établisse clairement les responsabilités, qu'on trouve tous les petits barbares, tous les petits salauds, tous les ponce pilates aussi, parce que les gens qui se lavent les mains participent du dispositif de harcèlement, qu'on établisse très clairement comment la dynamique de la meute s'est créée, conduisant jusqu'à un suicide, créant des boucs émissaires. Et je dis juste une dernière chose. Quand dans une institution, un collège, un lycée, une meute se constitue et qu'elle se met à véhiculer la haine contre un bouc émissaire, c'est qu'il y a eu un problème dans l'institution elle-même. Normalement, l'école, c'est censé véhiculer des valeurs qui sont contraires à ça et rendre impossible la jeunesse d'une meute. Donc il faut aussi une autocritique. Vous avez absolument raison. Allez.